Dans cette vidéo, comme a pu le faire Jeff Nippard avec la musculation, je vais vous expliquer comment devenir souple en 5 niveaux progressifs de difficulté en commençant par le niveau le plus simple. Je suis moi-même un préparateur physique diplômé, j'ai coaché une centaine de personnes spécifiquement par rapport à la souplesse et j'étais moi-même autrefois tendu comme une barre en fer. C'est parti! Votre système nerveux ne veut pas que vous étiriez trop vos muscles parce qu'il a peur que vous vous blessiez. C'est un mécanisme de protection car à l'échelle de l'évolution, une blessure comme par exemple une déchirure musculaire pouvait avoir des conséquences très graves. C'est bien dans ces perspectives qu'il convient donc de se mettre régulièrement dans une position d'amplitude musculaire proche de notre max afin justement d'apaiser notre système nerveux et qu'il nous permette d'étirer davantage nos muscles. Alors pour bien progresser, il ne suffit pas simplement de s'étirer, il faut le faire avec la bonne intensité. Si le stimulus n'est pas assez important, votre corps ne s'adaptera pas suffisamment et vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez avoir. C'est la raison pour laquelle il faut une surcharge progressive à la fois intra et inter-séance. Alors déjà intra-séance, donc à l'intérieur même d'une séance, car au fur et à mesure de votre étirement, votre système nerveux / vos muscles vont se relâcher et vous aurez accès à une plus grande amplitude. Il faudra donc progressivement augmenter l'angle articulaire dans lequel vous travaillez pour que l'intensité reste constante tout au long de l'étirement au lieu qu'elle diminue. Et inter-séance car logiquement d'une session à l'autre, vous allez progresser en souplesse, vous devrez donc augmenter l'intensité proportionnellement à votre croissance. De cette manière-là, votre corps va continuer à s'adapter. Il existe différentes manières de s'étirer et en fonction de la méthode que vous avez choisie, les variables de votre entraînement vont changer. Plus précisément, comme j'ai pu vous répéter à plusieurs reprises dans une vidéo, il existe 3 variables différentes. La première, c'est l'intensité qui est en fait définie par la proximité de vos séries par rapport à votre effort maximal, à la fois en termes de souplesse et également en termes de force. Deuxièmement, on a le volume qui est défini donc par le nombre de fois où vous allez répéter votre intensité. C'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps d'étirement, etc. Troisièmement, on a la fréquence qui est elle définie par le nombre de fois où vous avez répété votre volume, c'est-à-dire le nombre de séances hebdomadaires. Et en fait, il se trouve que chaque méthode va demander des variables qui sont très précises. Et si elles ne sont pas respectées, votre progression sera limitée. Donc, de manière schématisée, plus l'intensité va être faible, plus le volume et la fréquence seront élevés. Et donc, en d'autres termes, si maintenant vous faites des étirements passifs statiques, par exemple en étant assis par terre, vous essayez de toucher votre pied, vous aurez besoin de beaucoup de volume, imaginons 3 à 5 séries d'1 à 5 minutes, et d'une fréquence qui va être aussi élevée, donc au moins 3 à 7 sessions par semaine, si ce n'est plus dans certains cas. Et réciproquement, cette fois-ci, plus l'intensité va être haute, logiquement, réciproquement, le volume et la fréquence seront faibles. Et là, en d'autres termes, si vous faites un étirement progressif chargé, vous descendez dans une amplitude à l'aide d'un poids qui vous permet d'avoir une plus grande amplitude qu'en temps normal et que vous sortez ensuite de cette position utilisant votre force pour surmonter cette résistance externe, vous aurez seulement besoin par exemple de 3 à 5 séries d'une dizaine de répétitions et seulement 1 à 2 sessions par semaine, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. La souplesse telle qu'elle n'existe pas. Et en fonction des auteurs, la souplesse est généralement considérée comme un terme général qui va englober 4 types différents, à savoir la souplesse passive et active, ainsi que la souplesse statique et dynamique. La souplesse passive correspond à votre capacité à créer une amplitude à l'aide d'une force externe. Donc par exemple, ça peut être la gravité, une pression externe appliquée par une charge ou une personne. Donc vraiment, c'est d'origine externe. Réciproquement, la souplesse active correspond à votre capacité à créer une amplitude sans force externe, c'est-à-dire seulement grâce à la force de vos muscles. Et ces 2 types de souplesse, c'est-à-dire passive et active, se divisent en qualités qui sont à la fois statiques et dynamique. Statique signifie simplement, comme son nom l'indique, qu'il n'y a aucun mouvement, tandis que dynamique signifie qu'il y a un mouvement qui est continu. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous donner des exemples précis par rapport à chacun de ces types. Alors lorsqu'on s'intéresse à la souplesse passive, statique, passive, sera par exemple un grand écart facial au sol en étant vraiment entièrement détendu.
Si maintenant on s'intéresse à la souplesse passive, statique, active, ce serait par exemple faire le même grand écart, mais cette fois-ci, au lieu d'être passivement au niveau du sol, on va voir les pieds qui vont être sur une chaise de chaque côté. Donc là, vos muscles travaillent de manière statique pour vous permettre de ne pas tomber. Quand il s'agit maintenant de la souplesse passive dynamique, ce serait par exemple vous attrapez votre pied et vous tirez plusieurs fois pour vraiment essayer de rapprocher votre torse de votre jambe. En ce qui concerne la souplesse active statique, par exemple, ce serait de simplement tenir un grand écart en étant debout. Et en ce qui concerne la souplesse active dynamique, ce serait par exemple faire des high kicks, donc des coups de pied qui sont hauts, comme vous pouvez le voir par exemple dans les arts martiaux. Et donc, chaque type de souplesse a des préférences d'entraînement et de méthodologie. Et dire en fait qu'on est souple, même si ça peut être vrai d'un point de vue pratique, on va dire, souvent, à vrai dire, c'est un mensonge dans la mesure où, de par la pluralité de la souplesse, quelqu'un qui sait faire un grand écart au sol ne saura pas probablement le faire en étant sur des chaises et sera encore moins capable de le faire pendant un saut. Donc, dans cette perspective, il convient de ne pas essayer forcément de devenir souple, mais de travailler spécifiquement des mouvements de souplesse qui nous intéressent. Comme le dit le chercheur Dan Van Zandt, ce qui vous rend plus souple juste après votre séance d'étirement n'est pas ce qui vous rend plus souple après, imaginons, 6 semaines d'entraînement. Et en fait, les changements immédiats que vous remarquez en vous étirant sont principalement dus à une augmentation de la viscoélasticité de vos différents tissus. Et ce qui va se passer, c'est qu'après quelques semaines, votre corps va cette fois-ci commencer à s'adapter en tolérant davantage les étirements. Donc en d'autres termes, la douleur qu'il y a un étirement et qui est perçue par votre système nerveux, elle va devenir moins importante. Et après maintenant une période conséquente, vos muscles vont commencer à s'adapter et deviendront entre guillemets davantage étirables. Ainsi, même si l'augmentation de la souplesse reste un phénomène qui est majoritairement neuronal, c'est-à-dire qui se passe au niveau du système nerveux, nous pouvons tout de même remarquer des changements qui sont physiques. Et en fait, dans ces perspectives, un entraînement qui est vraiment efficace, c'est un entraînement qui va à la fois s'attaquer au système nerveux en tant que tel, mais également aux muscles. Alors, premièrement, quand il s'agit du système nerveux, il faut à la fois inhiber certains réflexes, on va dire, en manipuler d'autres. Plus précisément, il faut déjà inhiber le réflexe myotatique qui est en fait la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. En gros, mon système nerveux va contracter, imaginons mon biceps, pour éviter que je l'étire davantage. Donc c'est un mécanisme de protection. Et en fait, pour désinhiber ce réflexe, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Par exemple, on peut rester longtemps dans la même position, on peut contracter le muscle qui est étiré pendant une courte période afin de momentanément relâcher ce réflexe. Mais comme je l'ai dit, progresser en souplesse, c'est donc certes inhiber certains réflexes, mais c'est aussi manipuler d'autres réflexes. Plus précisément, vous devez utiliser le réflexe d'inhibition réciproque qui est cette fois-ci l'étirement d'un muscle en réponse à la contraction de son antagoniste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en gros, si je contracte mes biceps, les muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles qui ont fonction opposée, comme par exemple les triceps, devront se relâcher. Donc pour contracter les biceps, les triceps se relâchent. Donc si je veux par exemple gagner de la souplesse au niveau des ischios, je dois contracter à fond les muscles de fonction opposée, donc par exemple quadriceps, psoas, etc., afin de gagner davantage en amplitude. Et deuxièmement, comme je le dis, gagner en souplesse, c'est aussi s'attaquer aux muscles et pour y arriver, vous devez augmenter votre force. Parce que être fort dans une position de grande amplitude va logiquement non seulement rassurer votre système nerveux, ça vous permet d'avoir moins de crampes lors de l'utilisation de cette amplitude-là et d'avoir accès à plus de souplesse à froid sans échauffement. Et comme nous le dit Emmett Louis, désolé je suis beaucoup mais il fait excessivement chaud en plus avec les projecteurs, c'est vraiment incroyable. Mais comme nous le dit Emmett Louis, en fait tout travail de souplesse va s'inscrire dans un curriculum de 4 étapes. Une première étape de familiarisation isométrique en amplitude complète. En gros, on reste activement et de manière statique dans une position d'amplitude maximale. Une deuxième étape, on apprend à entrer et sortir dans une position d'amplitude complète. Une troisième étape, on va rajouter des contraintes de force et ou de vitesse. Et dernièrement, une quatrième étape où on travaille spécifiquement dans la position finale que l'on souhaite débloquer. Donc si vous voulez débloquer le grand écart, vous allez typiquement travailler dans la position de grand écart. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire quand vous avez décroché lors de mes explications.
ou pas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo a pu être vraiment informative pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre, car sur ma chaîne, j'explique comment développer un corps qui est véritablement fort, qui est souple, qui est utile, qui sait répondre à vraiment plein de situations différentes et complexes. Et si vous êtes curieux de savoir comment je mélange le travail de force et de souplesse, j'ai un programme gratuit à ce sujet que vous pouvez débloquer tout simplement en vous inscrivant à ma newsletter. C'est le premier inscription. Vous avez simplement à dérouler un peu le site, entrer votre adresse mail et c'est tout. Voilà, bye!